Je vais appeler Madame Fabienne Paulin-Moulard. Pendant que vous accédez au micro, je voudrais rappeler qu'évidemment, ça a été une question qui a été posée par les internautes. Dans cette conférence, a été prise en compte, même s'il ne lui revient pas évidemment la tâche de le commenter ou d'en faire l'exégèse, du rapport qui a été rendu au ministère, le rapport le rapport Taylor-Manès-Bonisso sur les langues vivantes et qui a été rendu, je crois, à la rentrée ou un peu, enfin, durant l'année dernière. Je ne me rappelle plus la date et auquel participait donc notamment votre collègue de l'inspection générale. Je ne sais pas si ici vous aviez présente. prévu d'y revenir Oui. sur cet Voilà. aspect-là. Voilà. Allez-y. Voilà, mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là et de participer à cette réflexion très poussée sur les langues. Et je suis heureuse de voir que les langues vivantes motivent autant de personnes et suscitent autant encore de passion. Voilà, alors il est de la coutume au CNESCO que l'inspection générale fasse un point sur l'état de la discipline. Voilà, alors en guise de faire un point, je vais plutôt poser des points et surtout des points d'interrogation. Je vais tenter d'y répondre. Et je vais commencer par une question. Que veut dire en fait faire un point du point de vue institutionnel? Alors, s'il s'agit de bilan chiffré, etc., bon, ça, vous avez eu ma note. Il y a énormément d'éléments. Il y en a beaucoup parmi les intervenants qui ont fourni des chiffres aussi. Mais je voudrais rappeler surtout que l'institution est d'abord et avant tout au service des élèves. Et c'est donc toujours à eux qu'il faudra penser et que nous penserons, que je penserai auquel j'ai pensé pendant cette intervention. Et bien sûr aux professeurs qui sont en contact direct avec eux. Et c'est donc par le regard du professeur que je vais commencer. Et je terminerai par le regard de l'élève. Et je commencerai par le regard du professeur sur l'aujourd'hui des langues. Qu'est-ce que c'est que l'aujourd'hui des langues pour un professeur de langue? Ce sont les nouveaux programmes. Et pourquoi les nouveaux programmes qui viennent de sortir, 22 janvier dernier, les programmes de lycée, voilà, parce qu'ils cristallisent bien évidemment toutes nos préoccupations et toute l'avancée de l'enseignement des langues dans notre système. Voilà, donc je vais commencer par le regard des professeurs, et puis voilà. Donc j'espère que nos professeurs ne sont pas tous dans cet état-là, mais ce qu'ils nous disent, c'est ces nouveaux programmes, on ne sait pas par quel bout les prendre. Voilà. Donc à force de chercher des bouts à prendre, ça les perturbe un peu. Mais pour nous, si vous voulez, cette réflexion que nous ont fait, que les professeurs ont faite, nous interpelle. Parce qu'en fait, pour nous, évidemment, ces programmes n'ont rien de révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les professeurs en disant ça, je ne sais pas par quel bout le prendre, ça ne veut pas dire qu'ils sont submergés, mais que ça leur pose quelques difficultés. Pourquoi? Parce que ces programmes sont caractéristiques de notre époque caractérisée elle-même par la complexité. Complexité qui veut dire mise en réseau, imbrication de différents éléments, lien entre différents éléments qui peuvent même parfois paraître en opposition, sinon en opposition, du moins en tension. Voilà, alors la question, est-ce qu'il y a des notions en tension dans ces programmes? Mais là aussi, dans l'époque de la perplexité, on n'est pas dans des oppositions, on est en tension parce qu'on est plutôt à chercher en même temps des oui-mais, à chercher des solutions, à chercher des conciliations. Voilà, donc la première, donc je vais essayer d'entrer par ces points de tension, mais en montrant toujours que les programmes et nos activités en classe, nos professeurs sont toujours en train de les dépasser. Voilà, alors, première question, première tension, apprendre le code, apprendre la langue. Bon, évidemment, apprendre le code, pratiquer la langue. Bien évidemment, vous allez me dire que c'est un peu faire offense aux professeurs que de penser qu'ils vont trouver une tension dans tout cela. Cela étant, si l'on revient en arrière, on a eu des mouvements de balancier. On a eu des moments où on était complètement concentré sur le code. Vous connaissez certainement parmi vous des tas de personnes qui sont capables de réciter des verbes irréguliers et incapables de faire une phrase. Et d'un autre côté, on a des élèves qui ont été habitués à pratiquer la langue, mais sans réfléchir sur le code linguistique. Et c'est ce mouvement de balancier qui est un peu complexe et qu'il faut arriver à concilier. Parce que il y a eu comme une espèce de malentendu à cause de tout cela. Et ce malentendu a conduit à considérer la grammaire un peu comme un tabou. Il ne fallait plus apprendre de la grammaire. Donc oui, il faut continuer à l'apprendre, mais pas hors sol, en contexte, de la grammaire qui a du sens.
et surtout en réservant aux élèves des moments où on va réfléchir. On est là pour faire réfléchir nos élèves. Et on voit bien que ces phases réflexives sur la langue aident aussi l'élève à construire son bagage langagier et à réfléchir sur sa propre langue. C'est-à-dire que les nouveaux programmes encouragent même les professeurs à aller puiser dans le répertoire linguistique de l'élève, dans son bagage langagier, pour réfléchir à la langue étrangère. Voilà. Et aussi à sa propre langue, qui peut être la langue de scolarisation ou une autre. Donc vous voyez, pour un professeur, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il doit en même temps enseigner une langue étrangère, mais en même temps s'appuyer sur le bagage langagier des élèves et tenir tous ces fils. Voilà, donc ça peut être une question qui pose problème. Ou qui est difficile à concilier, mais la conciliation vers laquelle il faut aller dans l'intérêt de l'élève. Ensuite, cette question du code nous pose la question de l'erreur. Évidemment, on est toujours tenté, toujours en langue vivante en particulier, un peu tiraillé entre ces deux pôles. Évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est les deux en même temps, et c'est toujours comment gérer cette question de l'erreur. Une question qui est fondamentale. Donc, elle est fondamentale dans toutes les disciplines, mais encore plus en langue vivante, puisque la spécificité des langues vivantes, c'est que l'objet d'apprentissage est aussi le vecteur d'apprentissage. Donc, quand on interrompt un élève qui est en train de parler, eh bien on lui coupe un peu les ailes. Mais si on ne l'interrompt pas ou si on ne corrige pas son erreur, on prend le risque que l'erreur se fossilise. Et là, je reviens, on parlait tout à l'heure des neurosciences et de Stanislas Dehaene, je vous renvoie au pilier de l'apprentissage. Le retour sur information est absolument nécessaire pour que l'élève puisse progresser, c'est le troisième pilier. Voilà, il faut qu'il y ait une démarche cognitive de prise de conscience de l'erreur, mais tout en conservant la confiance de l'élève, en tout cas sans l'attaquer, sa confiance, pour qu'il puisse continuer à pratiquer la langue. Voilà. Ensuite, je parle de la langue et depuis les années 90, donc là j'ai parlé de la langue comme un bloc. Mais depuis les travaux du Conseil de l'Europe, et on en a parlé tout à l'heure, et ça fait partie des questions qui ont été posées, on ne considère plus la langue comme un bloc, mais on la considère à travers des activités langagières. Alors, de manière un peu provocatrice, en provocation, j'ai mis 7 activités langagières parce que, voilà, on en compte habituellement moins. Alors, les activités langagières, qu'est-ce que c'est? Donc, on considère les activités de réception, qui sont la compréhension de l'écrit et de l'oral. On considère les activités de production. Et en production, on a de l'expression orale, de l'expression écrite, en interaction et en continu, donc voilà, et on a aussi de la médiation, et je vais y revenir. Donc si on décompte tout ça, on arrive à cette activité langagière. Alors, vous voyez tout de suite la dérive possible. La dérive possible, c'est une approche complètement atomisée de la langue, et donc, mais qui ne correspond pas à la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, aujourd'hui je parle, mais je te parle aussi, tu vas me répondre. C'est pas aujourd'hui je parle et demain je te répondrai peut-être et demain on échangera peut-être. Voilà, la vraie vie, c'est une interaction dans toutes ces activités langagières. Il y a une articulation. Donc, pour les professeurs, c'est un peu compliqué parce qu'il faut en même temps penser entraînement et évaluation aux différentes activités langagières. Et en même temps, il faut considérer que la langue est un tout. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Et puis, mais c'est important aussi de considérer ces activités langagières parce qu'on parlait tout à l'heure du profil des élèves. C'est très important parce que certains élèves ont des profils très asymétriques avec d'excellentes compétences en compréhension, de moins bonnes en expression. Et il faut valoriser tout cela. Voilà. Donc, difficile d'allier le tout et penser à cette articulation. Alors quand je parle de l'articulation des activités langagières, je parle aussi d'une activité langagière qui se trouve vraiment à l'articulation entre la réception et la production, qui est la médiation et qui fait son entrée, si je puis dire, dans les nouveaux programmes de lycée. Alors la médiation, c'est un terme assez à la mode, dont on parle assez souvent dans la vie courante. Alors, pour la définir, on dirait que la médiation est nécessaire chaque fois que la communication est coupée ou peut être coupée parce qu'il y a impossibilité à un moment de communiquer entre deux personnes. Alors donc, il y a toujours dans l'intervention d'un médiateur le repérage de ce nœud qui fait l'incompréhension entre les deux. Alors ça peut être, si on le transpose en langue vivante, ça peut être une question linguistique de deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Donc là, la médiation va être interlinguistique.
c'est-à-dire qu'on va traduire, hein, voilà, tout ce qui est de l'interprétariat, la traduction. Sinon, on peut aussi avoir des problèmes culturels, interculturels, qui entrent en compte dans l'impossibilité de se comprendre. Tout à l'heure, Madame Castellotti en parlait sur la question de l'interculturel, hein, et souvent on a des incompréhensions qui sont tout simplement interculturelles. Vous parliez du lunch, hein, du déjeuner, on peut donner des tas qui se comprend différemment dans différentes langues. On peut prendre des quantités d'exemples qui montrent que voilà, les mots et les situations ne sont pas décodés de la même façon selon les aires culturelles et selon les cultures. Donc, la médiation intervient, un médiateur intervient pour justement faire le lien entre ces deux personnes, pour dire, bah oui, là tu n'as pas compris qu'en fait pour le lunch, bah, tu vas pas prendre un plat, tu vas pas prendre un menu avec trois plats plus dessert, mais ce sera simplement un petit sandwich. Voilà. Donc ces différences culturelles sont vraiment importantes. Et donc vous voyez que l'enjeu de la médiation, en fait, c'est ce qu'on fait en cours de langue. Depuis des années, le professeur de langue est un médiateur entre les cultures. Voilà, et quand il fait lire un texte littéraire, quand il aborde un aspect de civilisation, il va faire entrer l'élève dans un autre monde, dans une autre culture, et essayer de lui faire mettre à distance sa propre culture, la culture de l'autre, pour voir comment on peut faire des ponts. Il y a un mouvement contraire, on met à distance pour rapprocher. Donc le professeur fait cela depuis très très longtemps. L'intérêt d'avoir introduit la médiation dans les nouveaux programmes de lycée, c'est de vraiment en prendre conscience et bien évidemment de conduire l'élève, de le former pour que lui devienne lui-même acteur et devienne lui-même médiateur. Et vous voyez bien que c'est un but qui dépasse le cours de langue, parce que on va vers un rapprochement des cultures, on va vers une compréhension, un rapport à l'altérité. On en a beaucoup parlé dans la première partie par M. Martinez et Mme Castellotti. On en a beaucoup parlé de ces problèmes d'altérité. C'est un moyen de lutter contre la peur de l'altérité et c'est un moyen qui permet de réduire les distances et l'accès au sens et donc de réduire l'insécurité linguistique et puis l'insécurité liée à l'incompréhension. Voilà, donc vous voyez bien que ces nouveaux programmes introduisent des éléments nouveaux et ils s'appuient sur des éléments qui sont aussi très classiques, mais en les regardant un peu différemment. Et là, je veux parler de l'aspect culturel. Alors, c'est une opposition qui est complètement dépassée, celle que j'ai mise ici, et ce serait faire affront aux professeurs de langue que de penser qu'ils opposent langue et culture. Non, mais les professeurs de langue sont souvent très embarrassés parce que c'est une représentation qui est encore malheureusement en cours. Vous regardez dans le métro, do you speak English? Yes, Wall Street English. Voilà. Donc là, vous avez la réponse à cette opposition qui est encore dans les esprits, langue et culture qui sont séparées. Ça n'est plus du tout le cas. Voilà, alors, culture, bien évidemment, certes, sauf que le problème dans les nouveaux programmes de lycée et qui interrogent les professeurs, c'est que ce sont des programmes qui ne font allusion à aucune ère linguistique, à aucun pays. Aucun pays n'est nommé, aucune langue n'est nommée. Donc on a une approche complètement globale, avec des axes culturels à décliner dans les langues, et on demande en même temps aux professeurs un ancrage culturel fort dans l'ère linguistique concernée. Parce que ça donne du sens pour l'élève, parce que c'est une source de motivation. Voilà, on est vraiment au cœur de l'apprentissage des langues. On ne peut pas apprendre l'altérité, comprendre l'autre, si on n'a pas été familiarisé à sa culture. Voilà, donc vous voyez qu'on a en même temps une demande d'ancrage et en même temps une approche très très globale qui peut poser problème. Pourquoi cette approche globale ? Cette approche globale, elle permet de sortir d'un apprentissage en tuyau d'orgue.
hein. Donc j'apprends cette langue, hop, je ferme la porte, et voilà, et j'en ouvre une autre. Voilà. Donc c'est une approche qui permet de faire des passerelles entre les langues, de faire des ponts, de permettre aux élèves de se préparer à la complexité du monde, justement en faisant des liens, hein. On le prépare à sa vie de citoyen. C'est un sens de motivation. On encourage même dans les nouveaux programmes à mettre en place des séances interlangues, hein, où non seulement on aurait le passage d'une langue à l'autre, mais aussi des liens entre les cultures et des mises en perspective, des réflexions sur les cultures. Voilà, donc vous voyez que c'est une source pour les élèves énorme de réflexion et d'enrichissement, hein, cette approche. Et donc ça, je viens d'en parler. Et je termine par un point alors, qui va dans le sens de ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que on a une approche en France de différentes langues. La France est un pays qui se caractérise par son multilinguisme et son plurilinguisme depuis son origine. C'est-à-dire on fête presque l'anniversaire. Hein, les langues vivantes ont été introduites de manière obligatoire dans le système scolaire le 12 mars 1838. Donc vous voyez, on est le 13 mars, c'est presque 2 siècles, à deux petites décennies près. Et à l'époque déjà, 4 langues ont été introduites. Les langues du voisin, hein, quand on parlait tout à l'heure des langues de l'Europe, c'était déjà un questionnement à l'époque. Hein, donc l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand. Donc déjà, depuis l'origine, on avait plusieurs langues. Donc depuis, le système a évolué, on oblige les élèves à apprendre 2 langues vivantes, et ça c'est une spécificité. Et puis on a une trentaine de langues maintenant aujourd'hui, hein, qui sont enseignées, vous le verrez dans la note j'ai donnée, quand on compte les langues régionales, hein, parce que les langues régionales, il a été décidé de ne pas en parler pendant cette conférence, ça ferait l'objet d'une conférence spécifique, mais voilà. Donc ces langues, les langues font vraiment partie d'un patrimoine culturel qui remonte à loin et dans une approche diverse de plurilinguisme. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Et justement, comme c'est la fin, je vais me permettre une petite plaisanterie, une petite facétie. Voilà, j'ai laissé les points d'interrogation et le plurilinguisme, la réponse, hein, vous allez imaginer que je ne me prénomme pas Fabienne, mais George, et que je suis en train de humer un café délicieux, et vous allez me répondre « What else ?» hein, voilà, donc je terminerai là-dessus sur le plurilinguisme. Et pour terminer, dernier mot, j'ai balayé tout cela à travers le regard du professeur. Pensons à l'élève, je le disais, et l'élève est tout à fait conscient de tout cela, que les langues, ça n'est pas seulement apprendre des verbes irréguliers, c'est pas seulement apprendre, c'est apprendre beaucoup plus de choses. Et au moment où je travaillais sur cette intervention, j'ai eu un échange avec un ancien élève, ça remonte très, très loin, à mes débuts, c'était ma première classe de 6e, dans le Pas-de-Calais. Il y a un élève qui m'a retrouvée et on a échangé, et je lui disais que j'étais contente parce qu'il a travaillé, je suis germaniste de formation, il a pu travailler en Allemagne, en Autriche, il a fait une brillante carrière, et je lui disais que j'étais contente d'avoir contribué à cela. Et je vous laisse lire ce qu'il a répondu. Voilà, merci de votre attention. Merci. J'ajoute que le choix de ne pas traiter les langues régionales n'était pas tant un choix épistémologique, qui était que simplement en 2 jours, il y avait des choses que l'on pouvait faire, et il nous paraissait difficile de traiter aussi la question des langues régionales, de même que la question de l'interculturel qui sera traitée, on n'a pas pu lui donner forcément la place qui aurait été nécessaire, voilà, pour des raisons, je dirais, quasiment matérielles, de quantité d'informations que l'on peut traiter durant une conférence de consensus. Mesdames et messieurs du jury, c'est à vous la parole. Donc, vous avez le micro. Oui. Voilà, il marche. Merci beaucoup, Madame l'inspectrice générale, pour votre intervention. Alors, vous nous avez parlé de l'enseignant, des élèves. Je vais vous parler un peu plus du système. Les programmes de 2016, par une approche par cycle, encouragent la coopération interdegrés.
notamment avec l'introduction du cycle 3 CM1, CM2, 6e, pour rappel. Alors, à votre connaissance, est-ce que cette création du cycle 3 a permis de fluidifier le parcours des élèves et une bonne connaissance de ses acquis entre l'école et le collège? Qu'en est-il pour le lycée, dans la liaison collège-lycée? Et si pour vous, quels sont les leviers à envisager et les indicateurs à prendre en compte justement dans le cadre de ce parcours de l'élève? Merci. Merci pour cette question, enfin, qui en comporte 2 ou 3. Je vais essayer de ne pas en oublier en route. Alors, effectivement, comme vous devez le savoir, ont été mis en place des conseils écoles-lycées qui permettent de mener des projets entre les écoles des conseils écoles-collèges. Voilà, j'avais fait un pont un peu long. Voilà. Donc, conseil, école, collège. Et ce sont des dispositifs, c'est institutionnel. Hein, ça doit vraiment se rencontrer, les professeurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs. Et ces conseils, école, collège permettent la mise en place de projets et la fluidification des parcours. Et alors, si vous voulez, on n'a pas d'indicateurs, hein, vraiment. On sait que les conseils écoles-collèges sont maintenant mis en place dans 100% des secteurs. Ça, c'est une certitude. Donc, avec ce dispositif, on offre la possibilité aux professeurs de travailler ensemble. On sait également que le fait d'avoir fait des programmes qui étaient par cycle permettent aux professeurs de collège de savoir ce qu'ont fait les professeurs des écoles et inversement. Et indéniablement, quand nous sommes, nous, inspecteurs dans les classes, nous avons de moins en moins, je ne dis pas que c'est encore parfait, hein, il faut voir les langues vivantes dans un processus long, hein, mais on a de moins en moins de professeurs de collège qui disent « bon, ben, moi, je recommence à zéro, hein, parce que de toute façon, ils n'ont rien fait à l'école ». C'est plus quelque chose qu'on entend du tout. Hein. Donc ça, c'est un énorme progrès par rapport il y a une dizaine d'années. Alors, après, je crois que c'était le lien collège-lycée. Alors, le lien collège-lycée, je dirais que il est quand même c'est très fluide ce lien parce que les programmes sont écrits dans le même esprit, les niveaux visés, on s'appuie, les programmes sont adossés au cadre européen au CECRL depuis 2006-2007, les programmes qui ont suivi, hein, le plan de rénovation des langues de 2005, le plan de rénovation de l'enseignement des langues. Voilà, donc il y a quand même une grande fluidité entre le collège et le lycée en termes de méthode, d'objectifs à poursuivre. Et puis, je crois qu'il y avait une troisième partie, c'était sur les indicateurs. Alors, sur les indicateurs, là, on est plus embarrassé parce que, si vous voulez, alors il y a tout le travail de CEDRE que fait la DEP, hein, la direction de l'évaluation de la prospective au ministère, qui fait un travail énorme. Donc là, on a des repères quand même. Hein. Ce sont des repères très fiables que nous a présenté notre collègue tout à l'heure. Ensuite, pour ces repères, on réfléchit à des évaluations qui seraient au cours du parcours, si je puis dire, de l'élève. Mais ça n'est pas simple, parce que quand installer ces évaluations, est-ce qu'on les installe en début de cycle 4 en 5e? Est-ce qu'on les met en 3e pour faire la fin, un bilan de fin d'étape? Est-ce qu'on fait une évaluation plutôt diagnostique, plutôt sommative? Vous voyez, ce sont des questions qui ne sont pas simples. Voilà, donc, mais ça fait partie des interrogations que le cabinet du ministre a et que ma collègue Chantal Manès, qui a été citée tout à l'heure, qui est ici présente et qui a présenté le rapport des langues, suit aussi en lien avec le cabinet du ministre et en lien avec le groupe de l'inspection générale. On s'interroge là-dessus. Nous avons une autre question du jury. Laissez-le bien en haut. Voilà, ça marche. Madame l'inspectrice générale, vous avez souligné donc le développement d'une approche de plus en plus interculturelle qui implique que les élèves acquièrent des connaissances sur le ou les pays concernés, mais aussi qu'ils développent la capacité de mettre ces connaissances en perspective et en relation avec d'autres. Peut-on envisager un temps d'enseignement à la diversité linguistique, indépendamment du temps consacré à l'enseignement-apprentissage des langues enseignées aux élèves? Comment est-il possible d'envisager ce type d'enseignement, notamment auprès des élèves du second degré, et selon quelle modalité? Bon. Merci.
Je vous répondrai en allemand, ein weites Feld, c'est-à-dire un champ, enfin c'est très large hein, comme question. Voilà, alors, des temps d'apprentissage interculturel hors l'apprentissage de la langue elle-même. Mais cela, c'est ce qu'on développe en discipline dite non linguistique. C'est-à-dire que si vous enseignez par exemple les mathématiques dans une autre langue, ce n'est pas seulement une traduction hein, du cours, hein. C'est une autre façon d'aborder les choses. Vous prenez la géographie en France n'est pas du tout enseignée, les contenus ne sont pas du tout les mêmes que dans d'autres aires linguistiques. Donc on ne va pas faire seulement une traduction du cours, mais on va travailler un aspect interculturel en pratiquant la langue. Donc ça, c'est une des réponses. Voilà. Alors, il y a aussi toutes les sections internationales, les sections européennes et de langue orientale. Hein. Donc on a un vaste champ en France de dispositifs qui permettent d'apprendre les langues de l'Europe et de l'Orient et du monde entier. Et donc, dans ces sections européennes, dans les sections internationales, dans les BIBAC, dans les langues et cultures européennes au collège, on a une approche beaucoup plus globale et qui n'est pas seulement portée que par le cours de langue, mais souvent par des projets qui fédèrent l'établissement et qui permettent d'avoir une approche culturelle, interculturelle, par la mobilité aussi. Je n'en ai pas parlé de la mobilité parce que je l'ai beaucoup développée dans ma note, mais qui permet à l'élève d'acquérir toutes ces compétences. Oui, troisième question, allons-y. Vous indiquez, Madame la directrice, Madame l'inspectrice générale, vous indiquez dans votre rapport que la mobilité, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, qu'elle soit réelle ou virtuelle, constitue aujourd'hui un enjeu fondamental pour donner tout son sens à l'apprentissage des langues vivantes. Serait-il envisageable de proposer à l'ensemble des élèves de lycée d'effectuer un trimestre ou un semestre dans un établissement à l'étranger ? Oui, alors la possibilité est déjà offerte dans certaines langues hein, de passer un trimestre, 6 mois. Et il y a même encore un décret qui n'est pas aboli. Il s'était paru au BO. Alors là, j'ai un petit trou de mémoire, mais bon, qui offre la possibilité aux élèves de seconde de passer leur année de seconde en pays étranger. Donc ça, c'est encore possible par la loi et avec un retour dans le pays, avec une reconnaissance des acquis à l'étranger. Sauf que pour le moment, c'est encore pas très très développé et que voilà, il faut aller de plus en plus. Mais on a, je pense à l'Académie de Clermont-Ferrand, qui a eu une tradition d'envoi d'élèves de seconde, pas beaucoup, mais 2 ou 3 pendant une dizaine d'années. Je ne sais plus comment c'est maintenant. Je me tourne vers quelqu'un qui connaît bien l'Académie de Clermont-Ferrand. Mais cette académie s'était emparée de cette possibilité et avait offert la possibilité à des élèves de partir. Donc c'est possible, mais c'est encore à développer beaucoup plus. Vous avez raison. Bien, je crois qu'il me reste à vous remercier, que nous allons pouvoir faire la pause déjeuner.